Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Frédéric Rodriguez. Frédéric Rodriguez, président de R3. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de On se dit tout. On va parler de R3 qui a été créé il y a 2 ans pour transformer les modèles et régénérer les écosystèmes. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Mais d'abord, parlons de vous, si vous le voulez bien, Frédéric Rodriguez. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? J'ai un parcours d'entrepreneur avant tout, puisque j'ai monté 4 entreprises. Donc j'ai démarré assez tôt. Donc ce qui me motive, c'est vraiment ça, la création d'entreprises. Je prends beaucoup de plaisir à démarrer des entreprises d'une feuille blanche et de les construire. Donc c'est vraiment ma passion. Et puis ensuite, j'essaye d'équilibrer mon temps de travail avec ma vie de famille, qui est mon autre passion. Donc effectivement, donc ce qui laisse peu de temps finalement pour faire d'autres choses. Mais je me passionne pour pas mal de choses et notamment j'ai essayé de relier mes passions aussi avec le travail et j'ai conçu une collection sur l'art et le développement durable il y a une dizaine d'années. Voilà, et donc ça m'occupe un petit peu, je la fais vivre, on l'a intégrée dans l'entreprise. Intéressant, ça consiste en quoi cette collection d'art et de développement durable? Voilà, au début en fait, quand j'ai démarré sur cette transition... Vous êtes amateur d'art finalement? Je suis amateur d'art, oui, d'art contemporain. Depuis longtemps. Et puis en 2009, quand j'ai créé une entreprise dans la performance environnementale, je me suis dit finalement, il n'y a pas que le business et comment on pouvait aussi inspirer en fait nos clients et nos collaborateurs, puisque en 2009, en fait, le développement durable était vu quand même plutôt comme du poil à gratter pour les entreprises. Et je me suis dit, l'inspiration à travers l'art, ça pourra peut-être aider. Et il n'y avait pas beaucoup d'artistes en fait à cette époque-là, donc j'ai commencé à investir ce marché, regarder, trouver quelques petits artistes peu connus en fait à cette époque-là. Et puis tous les ans, j'ai acheté des œuvres, je me suis fait conseiller, j'ai acheté des artistes du monde entier qui finalement commençaient à être connus. Et aujourd'hui, je pense que j'ai la plus grosse collection en fait, peut-être dans le monde en fait, sur ce thème-là. Incroyable. Voilà. Donc oui, c'est des œuvres qui portent ce message de préservation de l'environnement. Préservation, préoccupation, critique aussi. Donc, parce que quand on est artiste, on peut tous voilà de ce qu'il y a aujourd'hui. De ce qu'il y a aujourd'hui, voilà, dans la société. Donc, comment aller plus vite. Et puis, c'est très inspirant en fait. Et on fait venir beaucoup de clients en fait dans les bureaux parce que j'ai mis cette collection à disposition de l'entreprise et des collaborateurs. Voilà. Et donc, ça vient en complément de nos expertises plus techniques. Ouais. C'est vrai que l'environnement, c'est un peu votre dada. Très tôt, vous avez voulu vous pencher sur cette question de préservation de l'environnement. Donc, vous avez monté R3 il y a 2 ans. Transformer les modèles, pardon? Presque 3 ans. Presque 3 ans maintenant. Transformer les modèles et régénérer les écosystèmes, vous pensez que c'est un message que les entreprises ont intégré aujourd'hui ou c'est compliqué encore, le message est compliqué? Alors on essaie de simplifier le message parce qu'effectivement, elles l'ont intégré parce qu'il y a quand même un engouement citoyen qui est très fort et puis il y a eu le Covid qui a encore accéléré les choses puisqu'il y a eu un avant, un après. Après, effectivement, l'action reste quand même notre première préoccupation. Donc la réglementation s'est renforcée, la démarche citoyenne et l'envie citoyenne elle est encore plus forte. Maintenant, il faut agir. Et donc, il y a un message fort aussi encore à passer aux entreprises pour qu'elles agissent plus vite. Ouais. Et c'est une demande aussi des collaborateurs dans les entreprises. Alors, dans les entreprises, c'est une demande forte des collaborateurs et je dirais que c'est même un atout pour les entreprises qui intègrent en fait ces sujets-là dans leur organisation pour les conserver et pour pouvoir en embaucher d'autres plus rapidement. R3 a 3 pôles d'expertise indépendants, la RSE, la décarbonation et la performance énergétique. C'était une évidence de relier ces trois pôles? Alors pour moi oui, c'est une évidence parce que la vision en fait de cette transition écologique des entreprises et des organisations, elle ne peut se faire qu'avec une vision holistique. Oui. Et pour moi, RSE, décarbonation et efficacité énergétique, c'est le même combat. Ça n'a pas les mêmes effets et l'un peut servir l'autre. L'efficacité énergétique, c'est des gains en kilowattheures, donc en euros. Ça peut permettre de financer des choses qui n'ont pas de retour sur investissement rapide. La RSE, c'est un projet sociétal et donc il faut y aller aussi à fond. Et est-ce que c'est un levier de performance pour l'entreprise aussi ? Alors, c'est un levier de performance, à mon sens, qu'on mesure mal aujourd'hui, qu'on commence à mesurer, on voit bien quand on veut garder les collaborateurs et en embaucher d'autres. Donc ça, au moins, c'est un levier de performance parce qu'il y a quand même cette demande-là.
Après, nous, c'est notre approche, c'est de faire que ça soit un levier de performance et on relie l'écologie à l'économie. Et il n'y a pas de performance environnementale sans performance économique. C'est d'ailleurs un levier d'action très fort en fait pour les entreprises. Donc le message commence à passer dès qu'on parle d'argent, forcément, ça les intéresse. Le message passe mieux et permet d'agir plus vite, effectivement, s'il y a du gain financier en plus que du gain environnemental. Les PME ETI sont responsables de 30% de l'empreinte carbone nationale. 80% n'ont toujours pas intégré de démarche RSE dans leur stratégie. C'est énorme quand même, 80%. Alors oui, 80% sont des chiffres importants. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait, parce que beaucoup d'entreprises font des choses parce qu'on a à la tête un président, un gérant qui a envie de faire des choses, parce qu'elles sont elles-mêmes poussées par les grandes entreprises à agir. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas structuré leur démarche et donc il y a encore beaucoup à faire pour mettre en place des vraies feuilles de route. C'est perçu comme inaccessible pour les PME, par exemple, non? L'équation d'une PME, effectivement, c'est j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, donc il faut. J'ai pas le département. J'ai pas le département donc associé à mettre cette démarche-là. Donc c'est ce qu'on fait nous. On a fait des programmes plus simples, pas chers, très rapides et très faciles à mettre en œuvre. Et on prend des PME en groupe, ensemble, comme ça elles peuvent communiquer. Voilà, et donc ça, on l'a massifié et ça marche. Voilà. Mais il y a 80% quand même à convaincre. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Je suis une PME, qu'est-ce que vous me diriez pour que j'intègre cette RSE dans mon entreprise? Les PME ont les mêmes problèmes finalement que les grandes entreprises. Il faut aussi qu'elles donnent du sens à ce qu'elles font. Elles ont un premier problème, c'est le coût en fait du départ d'un collaborateur, les garder. Donc ça, c'est déjà un premier axe, de performance qui peut pousser à mettre en place cette démarche. Et puis, il y a des gains à faire. Donc, la PME, elle peut voir aussi l'environnement comme quelque chose de très pragmatique. Je baisse ma facture énergétique, ce sont des gains immédiats sur les kilowattheures, donc des gains en euros, par exemple. La COP28 vient de se terminer avec un engagement à réduire les énergies fossiles. Vous pensez que les entreprises sont plus vertueuses que les États en matière d'écologie, ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense que les entreprises ont avancé plus vite que les États, de façon générale, comme c'est souvent le cas. Les États affichent des objectifs, mais on voit qu'ils ne sont toujours pas atteints. Les objectifs, ils sont complexes, ils ne sont pas atteints, il faut aligner tout le monde, ils ne sont pas très précis, il n'y a pas d'engagement chiffré. Donc voilà, les entreprises, elles avancent un peu plus vite. Quand elles fixent un objectif, elles s'y tiennent. Elles essayent de s'y tenir. Elles essayent de s'y tenir. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien. Le Collège de Paris, c'est des établissements d'enseignement supérieur qui sont là pour mettre l'excellence au service de tous, et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Frédéric Rodriguez. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place et dont vous êtes le plus fier, si vous en avez mis un en place, évidemment? Alors, égalité des chances, on n'en a pas mis en place. Maintenant, on ne focus pas sur les diplômes. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est de recruter, en fait, effectivement, et de garder le maximum, en fait, des jeunes étudiants que l'on recrute. Et c'est un gros vivier pour nous. Donc ce qu'on regarde avant tout, bien sûr, c'est l'expertise, parce que c'est quelque chose d'important, puisque ce que l'on fait demande de l'expertise. Mais ensuite, ce qui est le plus important pour nous, c'est bien sûr la personnalité et l'intégration. Voilà. Et donc, sur le nombre d'embauches, en fait, 50% en fait, sont embauchés définitivement dans l'entreprise. Ceux qui ne sont pas embauchés parce qu'ils sont encore en période de césure et donc ils ne peuvent pas avoir accès à l'entreprise tout de suite. Mais voilà, et donc on se construit en fait, puisque la moyenne d'âge chez R3 est jeune, c'est 31 ans je crois. Donc bien évidemment, on a beaucoup de jeunes de fin d'études qui nous rejoignent et qui viennent enrichir, je dirais, notre vision, qui nous bousculent aussi. Donc nous, on a une organisation assez plate, on a cette chance-là, et donc ils ont accès facilement, je dirais, aux décisions de l'entreprise, à aussi pouvoir donner leur avis, et on essaye surtout de les autonomiser. Voilà, donc on essaie de responsabiliser le maximum nos collaborateurs de façon générale. Les assises de la parité, l'International Women's Forum aussi, la parité, c'est une question importante dans les entreprises aujourd'hui. On vous a posé une question aussi, vous allez y répondre juste après le jingle.
La question de l'International Women's Forum, le Women's Forum qui organise chaque année les assises de la parité pour promouvoir cette question de l'égalité homme-femme dans les entreprises. Aujourd'hui, quelle est votre vision des quotas en matière de parité? Est-ce qu'ils ont lieu toujours d'être aujourd'hui ou pas, selon vous? Ah oui, il faut continuer à pousser parce que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Donc bien sûr, et puis c'est vraiment un élément de fluidité, de richesse dans l'entreprise. Donc bien sûr, moi je suis pour qu'on continue à pousser. Après, il faut que ça se passe le plus naturellement possible. Donc, nous, on a cette chance-là. Moi, je copilote l'entreprise avec une femme. Donc de fait, ça avance, c'est plus fluide. On est à 51% d'ailleurs de femmes et 49% d'hommes de façon générale. Et puis 50% à notre CODIR, pareil, il y a une parité à notre CODIR. Voilà. Ce qui est plutôt rare aujourd'hui encore. Je sais pas, nous on est une petite entreprise, donc c'est plus facile. Voilà, parce qu'en plus on a démarré il y a 3 ans maintenant, donc c'est plus facile quand on part d'une feuille blanche. Ça s'est fait naturellement ou c'était un choix d'avoir cette parité? Alors ça s'est fait assez naturellement. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que sur certains secteurs de notre activité, par exemple les ingénieurs dans l'énergie, il y a plus d'hommes en général qui postulent que de femmes, ou la décarbonation. Voilà, donc bien sûr il y a une volonté d'avancer dans ce sens-là. Voilà, et moi je rajouterais, je dirais, à parité, je rajouterais équité, parce que ce qui est important, la parité bien sûr, mais aussi l'égalité des salaires, l'égalité de chances de pouvoir... C'est pas parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qu'elles sont payées de la même manière. Voilà, donc je dis, voilà, il faudrait rajouter parité et équité pour que ça fonctionne encore mieux. Pourquoi il n'y a pas d'équité d'ailleurs? C'est une question de niveau de diplôme, vous pensez ou Non, il y a encore des entreprises qui font des différences à même niveau, sciemment ou pas, je ne sais pas, mais... Ou elles négocient moins. Elles négocient moins, ou les femmes sont peut-être moins arrivistes que les hommes. Mais non, il y a encore beaucoup d'entreprises où l'égalité des salaires n'est pas mise en place. C'est vrai, c'est vrai. Parité, c'est aussi l'équité. Bien sûr. Merci. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est la question ou le message en tout cas que vous aimeriez faire passer à nos gouvernants, et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle pour vous, Frédéric Rodriguez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques aujourd'hui, les interpeller sur un problème, leur poser des questions? C'est à vous, vous avez 1 minute, droit dans les yeux, face caméra. Alors, question non, parce que je crois qu'ils en ont trop tous les jours. Les interpeller, oui, un peu. Il faut considérer effectivement que cette transition écologique des entreprises, des organisations, c'est une opportunité. C'est une opportunité de réindustrialiser nos régions, de faire des gains. C'est un vrai projet sociétal, donc il faut aller plus vite. Et donc, je les interpelle parce qu'il y a déjà des dispositifs qui existent. C'est bien, par exemple, les certificats d'économie d'énergie, mais il faut aller plus vite. Il y a du financement qui existe. C'est bien, mais il faut aller plus vite aussi. Et donc, moi, je suis pour vraiment trouver un système de bonus-malus sur des projets très long terme qui vont permettre l'accélération de la décarbonation et de l'efficacité énergétique. Et je dis bonus-malus parce qu'il ne faut pas impacter le budget de l'État, et donc le malus peut financer le bonus. Et donc voilà, donc c'est vraiment de demander à nos députés d'avoir la vision la plus long terme sur ces sujets-là et de mettre en place tout ce qui va pouvoir favoriser la décarbonation et l'efficacité énergétique, parce que ce sont des gains et c'est un vrai projet sociétal pour la France. Merci beaucoup, donc plus d'incitation en tout cas à accélérer les choses. Merci beaucoup Frédéric Rodriguez d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.